D'accord. Bien, merci Pascal, merci Monsieur le Président. Donc je vais continuer avec les problématiques associées à la modification des organismes par CRISPR-Cas9 et j'ai pris la liberté d'en préciser un petit peu la question. Vous voyez en dessous les différents animaux que j'ai... Non, on ne les voit pas. Oui, les animaux que j'ai indiqués là. Ces animaux, je vais les considérer comme les objets ou les sujets, ça dépend comment on les considère, de ce que je vais dire tout à l'heure. Je n'ai pas mis le cheval parce que le cheval, j'ai rajouté que c'était... Non, mais j'ai mis le cheval, mais je ne vais pas en parler. Et je n'ai pas mis non plus les poissons dont je ne vais pas parler. Oui, mais je ne vais pas parler ni du cheval ni du poisson. Alors je dis ça parce que le titre que j'ai légèrement infléchi, c'est des animaux d'élevage, pour m'adresser à des animaux, plusieurs populations, mais qui ont beaucoup de points communs et qui diffèrent celui d'autres populations animales. Je pense par exemple aux animaux de laboratoire ou les animaux de compagnie qui posent... Les animaux de laboratoire, c'est par rapport à la recherche, les questions sont très différentes. Et les animaux de compagnie, par rapport à l'utilisation de ces techniques, elles aussi elles seront très différentes parce qu'elles nous rapprochent de l'humain. La frontière sera les animaux d'élevage qui sont utilisés ou qui commencent à être utilisés pour les xénotransplantations. Alors, le premier point, c'est que les outils d'ingénierie ciblée du génome sont des outils qui sont récents. J'indique ici les dates des premières modifications qui ont été publiées, qui datent de 2011. Il y avait eu des essais avant, mais là, c'est des modifications qui sont convaincantes, avec les zinc finger, dont on n'a pas parlé, avec les TALEN, activateurs transactivateur-like nucléotide, chalopore, et puis CRISPR-Cas9 qui arrive en 2014. Donc ça nous fait un recul avec l'utilisation de ces techniques qui est pour CRISPR-Cas9 à peine de 2 ans. Et en dessous, j'indique les nombres d'animaux. 2011-2015, une évaluation très précise faite par Bruce Whitelaw, qui est un chercheur du Roslin Institute. Et puis, 2015-2017, une évaluation que j'ai faite et en une discussion avec Bruce Whitelaw, on est tombé à peu près d'accord sur les mêmes chiffres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a pour les animaux d'élevage, les espèces que j'ai montrées tout à l'heure, sauf le cheval et le poisson, pour les animaux d'élevage, il y a environ 500 animaux, mais ce sont des animaux fondateurs qui ont été édités génétiquement. Alors, cette première diapo pose une question d'ordre éthique, c'est devant une technique qui arrive avec des questions qui sont posées, quelle place on donne à l'éthique ? Quelle place on donne à l'éthique et est-ce qu'il existe une éthique du temps ? Alors il y a des philosophes qui discutent de ces questions, mais on peut la résumer très simplement. Dans la période où on est, quelle place on peut donner à l'éthique pour avoir, au moment, quand les choses vont continuer à évoluer, ce qui est très vraisemblable, une position qui soit construite et qui permette d'éviter certaines difficultés devant lesquelles nous ont mis nos collègues des plantes quand ils ont commencé à utiliser largement ces techniques alors que les outils avaient loin d'avoir la précision qu'ils ont aujourd'hui. Donc le premier point, c'est qu'il s'agit plus de bioéthique que d'éthique, c'est-à-dire analyse des problèmes éthiques et des questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Je reprends là ce qui est la définition de l'action du Comité national d'éthique. L'animal, c'est l'animal d'élevage, et l'animal d'élevage, tout de suite, pose des relations entre l'homme et l'animal. C'est un sujet qui est extrêmement sensible, surtout dans notre pays actuellement, et sur lequel l'Académie a participé à un groupe de travail sur l'éthique des relations homme-animal. Donc s'intéresser à l'animal d'élevage, c'est prendre en compte l'éthique des relations entre l'homme et l'animal. Et puis enfin, c'est l'animal d'élevage, et non pas un élevage, mais des élevages, et ça c'est un travail qui est en cours à l'Académie d'agriculture, sur les élevages et les relations avec les territoires dans lesquels ils se trouvent, et qui montre très clairement qu'il y a une grande variété de territoires par rapport aux élevages, et que des élevages donnent plusieurs territoires en France ont leur identité qui est définie par rapport à des élevages. Donc on voit que le lieu où on sera, le type d'animaux où on sera, le type de population que l'on vise, n'est pas tout à fait les mêmes, et il faut prendre en compte cette diversité. Alors,
juste cette diapositive, je ne vais pas reprendre la description qu'a faite Pascal tout à l'heure, mais juste pour bien donc, situer ici la CRISPR-Cas9, avec les points qui sont importants, c'est ces séquences spécifiques d'RNA guide qui vont permettre de venir éditer par rapport à l'ADN et l'ARN qui va être produit endogène. Les séquences ici qui sont des séquences qui relient pour poser ce spacer là qui est positionné ici pour pouvoir faire que les séquences vont agir très précisément au niveau des nucléotides par rapport à l'ADN génomique. C'est une technologie dont on sait maintenant, d'après la littérature au moins, et les données qu'il y a chez les cellules animales, qu'elle est efficace, avec 30 à 100% de modifications ciblées, rapide à mettre en œuvre et peu coûteuse. Ses limites, c'est des délétions au site ciblé, c'est des insertions qui sont hors site, les off-target, et c'est des multiplications ponctuelles qui peuvent être difficilement détectables. Et il y a une évolution rapide vers une grande spécificité de précision, avec plusieurs articles qui sont sortis tout récemment, proposant des stratégies de recherche, des stratégies faisant appel à une connaissance très approfondie des génomes, l'utilisation d'outils informatiques pour pouvoir dessiner ces séquences nucléotidiques qui vont venir ici confier une spécificité très grande à l'outil. Alors, comme c'est ce qui est la démarche d'une éthique, de bioéthique, je suis parti de cas. Alors, non pas pour les détailler précisément, mais pour faire ressortir des points quand on lit ces artistes et quand on discute avec les chercheurs. Alors, le premier, c'est déjà la période un petit peu antérieure, c'est avec les zinc finger et les thalènes, donc ces nucléotides qui sont des nucléotides de synthèse. Ces nucléotides de synthèse, ils ont été utilisés par cette équipe ici, avec comme objectif de pouvoir inactiver un allergène majeur du lait, la bêta-lactoglobuline. Donc un objectif qui est finalisé et qui est mis en œuvre très rapidement dès que ces outils existent. Et c'est un article assez touffu qui est uniquement in vitro et qui précise avec beaucoup de soin comment ils ont défini les séquences qui vont venir se fixer sur l'ADN qui est la cible, les séquences qui vont être utilisées pour pouvoir positionner le protospaceur et la délétion qui va être introduite ici et qui va permettre, au moment où il y aura les coupures qui vont intervenir, de pouvoir permettre un mécanisme de réparation, soit de type homologous, les séquences homologues qui se rejoignent, et dans ce cas-là, c'est la machinerie cellulaire qui s'en occupe, soit, si les extrémités ne sont pas cohérentes, il peut y avoir apport de nucléotides qui vont venir permettre cette correction. Donc, dans cette approche-là, ils ont injecté des embryons au stade une cellule, au stade zygote, et les résultats qui sont indiqués ici, où ils comparent les techniques de zinc finger et les techniques de Thalène, et les bandes en rouge, c'est quand les séquences sont mutées de façon précise, et les séquences en bleu, c'est pour les allèles. Ils montrent qu'ils arrivent sur plusieurs répétitions. Ce travail est pour cet aspect embryon, et il s'arrête aux embryons. 45% des blastocystes pour lesquels il y a une insertion, donc il y a vraiment la cible, il y a eu des insertions ou un remplacement très précis au nucléotide près des séquences qui ont été visées. Alors ce 45%, c'est un changement énorme par rapport à toutes les utilisations des embryons d'animaux d'élevage au stade une cellule. Et c'est un taux qui est d'ailleurs énorme par rapport à ce qui était il y a encore quelques années avec les embryons de souris. Les collègues de l'Institut Pasteur m'ont montré que dans les travaux qui sont en cours avec les injections, exactement la même expérience, injecter au stade juste un seul noyau et regarder au stade blastocyste quel est le pourcentage, le taux d'insertion qui sont bien ciblés, et de délétion qui correspondent aussi à l'inactivation du gène que l'on a visé, le taux est du même ordre. Alors, ce n'est pas un taux de 100% bien sûr, mais avec un taux comme ça, il y a une exigence qui se met en face de l'expérimentateur, c'est que c'est la fin du bricolage. Jusqu'à présent, on faisait beaucoup d'embryons pour arriver à en trouver un parmi ceux qu'on transplantait, alors que là, et avec ce qui est indiqué dans la littérature, on va vers une situation où ces embryons, on pourra les caractériser suffisamment finement en prélevant une ou deux cellules sur l'embryon avant de le transporter, non pas pour avoir une assurance de 100%, mais pour avoir une assurance beaucoup plus forte que celle n'est aujourd'hui et qui va le rendre compatible avec l'utilisation d'animaux d'élevage. Le second exemple, c'est une mutation qui a été utilisée pour inactiver chez le poulet les gènes ovalbumine et les gènes ovomucoïdes.
La démarche est très semblable, mais dans une autre espèce. Et cette démarche semblable, c'est de supprimer dans le blanc de l'œuf 2 protéines qui sont allergénisantes, de façon à pouvoir proposer des œufs à la consommation qui ne mettent pas les personnes qui sont très allergiques à ces 2 protéines de pouvoir les utiliser, y compris dans toute l'industrie avec les œufs. Donc là, le principe est le même. C'est donc des expériences assez simples finalement qui utilisent cet outil, sauf que ici, dans ce travail-là, c'est très simple pour le début. On prend des cellules, et les cellules qui sont utilisées, c'est des cellules germinales. Les cellules germinales qui sont encore en train de se renouveler. Et les techniques ont été mises au point depuis, je ne sais pas, je pense une dizaine d'années, peut-être un petit peu avant, chez l'embryon, chez le poulet, pour pouvoir injecter ces cellules germinales directement dans des embryons ici de poulet au stade 13-15, qui est le stade bien codé pour les embryologistes, de l'injecter, de faire naître les embryons. Et ces cellules qu'on a injectées, c'est par injection, c'est ce qui est marqué ici, environ 2000 cellules. Donc le début est simple, mais on injecte 2000 cellules dans lesquelles les événements de ciblage peuvent être précis ou peuvent être aléatoires. Donc on se retrouve dans une situation où il va falloir faire un tri après la naissance des poussins, un tri en croisant les animaux fondateurs avec des animaux, des animaux sauvages et regardant dans les différentes populations si l'allèle muté qui a été visé, eh bien, si l'allèle visé a bien été muté. Donc c'est une technique qui s'est énormément simplifiée, qui peut être faite in vivo, c'est-à-dire qu'on dit in vivo, c'est dans les œufs, mais qui implique un travail de sélection et qui est relativement lourd et qui complique un peu cette technique. Des chercheurs travaillent pour voir comment on pourrait simplifier encore et arriver à une situation qui est assez compatible avec celle qui existe chez les mammifères d'élevage, assez comparable. Alors ici, j'indique les résultats, 2 parents qui ont été édités avec une mutation très précise, et avec les croisements qui ont été faits, ils arrivent à isoler plusieurs poussins qui sont porteurs de la mutation. Donc voilà une seconde démonstration qui montre que l'efficacité de CRISPR, de l'outil, l'efficacité devient suffisamment élevée pour pouvoir engager des études un peu plus loin et modifier dans des conditions qui ne sont pas lourdes. Ici, elle est lourde par les croisements qu'il faut effectuer, mais c'est quand même plus simple chez l'oiseau que chez les animaux d'élevage, dont les cycles de reproduction peuvent varier. On n'est pas chez la souris, on est chez les bovins avec 9 mois de gestation et des cycles de reproduction qui durent à peu près 1 an et demi. Donc ces techniques-là, qui jusqu'à présent étaient freinées par cet outil, peuvent déjà, mais en sachant qu'il y a une démarche pour les améliorer, peuvent déjà être utilisées. Le troisième est un cas différent, il est toujours chez l'animal, il est chez le bovin, pour lequel il a été repéré en 1993 par une équipe généticien de Louvain, en Belgique, l'existence d'un gène, le gène sans corne, qui est présent dans les populations bovines. Il est présent à des fréquences très variables selon la race de bovins que l'on considère. Je rappelle que en élevage, les bovins, les ruminants, les animaux, sont divisés au stade où on est aujourd'hui la sélection, en races. On parle de race animale. Et à l'intérieur des races, il peut y avoir des lignées, mais c'est la race qui définit l'homogénéité d'une population en relation avec le lieu où elle est produite, en relation avec la production pour laquelle elle est utilisée, race ou le lait ou la viande, donc en relation avec l'éleveur, mais surtout des collectifs d'éleveurs qui, eux, gèrent ces animaux par des méthodes de génétique qui sont classiques et qui utilisent la génétique quantitative. Donc ce gène sans corne, il a été localisé sur le chromosome 1 chez les bovins. Il y a 2 allèles qui ont été identifiés, un allèle frison et un allèle celtique, pour lequel il y a eu une bagarre des brevets là aussi. Cette mutation est fréquente chez les bovins à viande, peu répandue chez les bovins laitiers, et l'accessibilité à la mutation, cette mutation celtique dite PC, avec une duplication de simplement 212 paires de bases, en fait un des candidats, un des gènes candidats pour pouvoir, par introgression ensuite, être modifié dans une population.
Alors cette modification, elle est faite en prenant des animaux qui sont des animaux mutants pour cette mutation et en les accouplant avec des femelles de la même race, et puis de proche en proche comme ça, sur environ, il va falloir 6 croisements pour pouvoir arriver à une représentation de l'allèle muté. Vous voyez, on part ici avec moitié-moitié, pour arriver ici à une repression de l'allèle muté qui a été introgressée dans la population d'animaux de départ. C'est une technique qui est longue, qui va prendre plus de 10 ans ou 15 ans selon le cycle de reproduction des animaux. La situation change de façon très nette, c'est toujours avec l'outil Talent, c'est avant CRISPR, en utilisant cet outil dans lequel on peut définir très précisément les 22, 21 paires de bases qu'il va falloir muter. Donc c'est un outil qui est très, très souple à l'emploi, et en l'utilisant dans des cellules bovines, et en associant ça à la technique du clonage, qui là est considérée par l'équipe comme une technique de reproduction comme une autre, obtenir des gestations, des veaux, et ici 2 veaux qui sont nés il n'y a pas très longtemps. Et ces veaux peuvent devenir maintenant des veaux mâles, et qui vont devenir des fondateurs pour pouvoir être utilisés dans des populations animales de race à viande, dans ces populations animales pour venir introgresser le gène sans corne. Alors le gène sans corne, ce n'est pas une fantaisie, le gène sans corne correspond à une demande des éleveurs pour limiter les risques à la fois pour eux-mêmes et pour les animaux dans les conditions d'élevage dans lesquelles ils se trouvent. Ça peut être des conditions plus intensives, comme par exemple chez les laitiers, où là c'est des questions, vous voyez, des vaches qui sont dans les cornadis. Ça peut être des conditions plus extensives pour les animaux qui sont de race à viande, et là c'est les blessures qui peuvent arriver dans les mouvements du troupeau ou quand l'éleveur essaie de récupérer ses animaux. Donc voilà une deuxième situation où la même technique aboutit à des premières naissances d'animaux avec des objectifs qui sont des objectifs très finalisés, et l'outil avec la précision que j'ai indiquée tout à l'heure, qui est à la fois un énorme pas par rapport à il y a 3 ans, et qui en même temps est encore très imparfaite. Alors de cette première série de diapositives, du point de vue éthique, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme réflexion ? J'ajoute que je prends une démarche de bioéthique, c'est-à-dire dans laquelle chacun, devant cette situation, réagit, analyse, avec sa responsabilité. Et c'est en croisant ces responsabilités, en les mettant ensemble, autrement dit en faisant de l'éthique un lieu de débat, que les bonnes réponses peuvent arriver. Et on voit bien que pour les questions d'utilisation de CRISPR avec les animaux d'élevage, ces débats doivent dès maintenant être mis en place, et les institutions de recherche, les académies, doivent s'en emparer. Les collègues que je rencontre dans les centres INRA se sentent eux-mêmes souhaitent qu'il y ait ces débats, discutent entre eux, mais il faut clairement les étendre, les ouvrir aux éleveurs, au public comme on dit, mais un public qui est directement intéressé par ces questions. Le problème, on pourrait le formuler comme ça. Est-ce que la modification contrôlée du génome des animaux d'élevage, si elle devient largement possible, est-ce pour autant un moment éthique ? Un moment éthique, c'est-à-dire un moment où doivent être revisités les enjeux de la recherche et les conditions d'utilisation de ces résultats pour une éthique de finalité qui doit être partagée. Est-ce qu'il faut revisiter les conditions d'intervention sur le génome ? Est-ce que le génome des animaux doit garder ce caractère sacré ? Je mets sacré entre guillemets, c'est-à-dire ce caractère dans lequel on ne va pas y toucher. On ne met pas les mains dans le cambouis, on n'y touche pas. On peut le faire par sélection, ce qui est une situation qui est très efficace chez les animaux. Mais pour certains, il ne faut pas aller plus loin. Pour d'autres, dont je suis, à la vue des données expérimentales qui ont si rapidement évolué, il est temps de se poser cette question et de définir les conditions expérimentales qui permettraient de renforcer l'acuité de cette question pour avoir des réponses qui soient complètement objectivées. Alimentation, si cette démarche se met en place, la conséquence, on la voit après, mais on n'en est pas encore là. Il faudra réguler par le produit ou par la technique. C'est une question qui va se poser très rapidement et qui est très différente des conditions dans lesquelles elle s'était posée avec les organismes génétiquement modifiés. Et puis, il y a une autre question, si diffuser des animaux édités sans cornes par rapport au bien-être, est-ce que c'est un avantage, pas un avantage ? Il y a des éleveurs de race animale
qui, à cette réponse, disent non, parce que leur race a une valeur patrimoniale. Je prends par exemple la race salaire, des races de montagne. Cette valeur patrimoniale fait que les éleveurs disent, pas tous, mais ils ont ce débat entre eux qui est d'une certaine façon un débat éthique. Non, il faut qu'on garde ce patrimoine parce qu'il a d'autres apports. Il a ce que les géographes appellent des aménités, sur lesquels on a travaillé à l'Académie de l'agriculture, c'est-à-dire toute une série de services qui vont jusqu'à la valorisation d'un territoire sur lequel l'animal joue un rôle important. Alors, je poursuis avec une expérience, donc cette quatrième expérience que je présente. C'est une expérience qui a été faite chez le porc et qui a consisté à inactiver les 2 allèles du gène NANOS2. Alors, NANOS2, c'est une RNA binding protein de la famille NANOS qui joue un rôle clé dans le développement de la lignée germinale chez tous les organismes. Elle est connue chez la drosophile, elle est connue chez les oiseaux, et chez les mammifères, elle est constituée par 3 gènes paralogues, avec chacun un rôle dans le développement de la lignée germinale. Et cette protéine, elle est exprimée au stade prospermatogonie. Au stade prospermatogonie, c'est le stade, ce moment où les cellules germinales sont encore des cellules souches, et elles sont dans cette espèce de petit écosystème au sein des tubes séminifères qui sont indiqués ici, ce petit écosystème qui maintient ces cellules en équilibre avant de s'engager dans une voie de différenciation. C'est un moment qui est critique, à la fois pour la fertilité normale, c'est un moment qui est extrêmement régulé par de nombreux gènes, et Nanos, il va intervenir au stade prospermatogonie. Alors, le stade précis, je ne l'ai pas, j'ai été regardé, mais je l'ai oublié. C'est un papier qui est sorti en 2009, depuis les choses ont été précisées. Et les souris, les souris mâles homozygotes sont stériles, les souris mâles hétérozygotes sont fertiles, les souris femelles hétérozygotes ou homozygotes sont fertiles. Donc on se trouve ici dans une situation qui est indiquée sur le petit carré au-dessus, où cet équilibre-là, on va pouvoir venir le cibler précisément chez des animaux qui, si la mutation est à l'état homozygote, vont devenir stériles. Alors c'est la même chose qui a été fait chez le porc, exactement la même démarche. Création, là par contre elle a été faite avec CRISPR-Cas9, c'est une des premières expériences qui a été très démonstrative. Elle consiste à injecter les oligonucléotides dans des œufs fécondés in vivo, ensuite transplantés dans des truies receveuses, 20 animaux nés, 5 animaux qui se sont révélés homozygotes. Et sur les 5 animaux qui sont révélés homozygotes, ils sont indiqués ici, sur les 5, il y en a, en total sur 20 animaux qui sont nés, sur les animaux qui sont nés, il y en a 20 qui sont mosaïques, et il y a sur les 3 hétérozygotes et sur les 3 hétérozygotes et sur les 2 homozygotes, les 2 homozygotes se sont révélés stériles. Et ensuite, en croisant les hétérozygotes mâles et femelles entre eux, il y a eu l'apparition d'un animal homozygote qui était stérile. Donc cette situation, créée par CRISPR-Cas9, permet chez le porc d'avoir comme objectif de pouvoir produire des animaux qui seront infertiles et qui ont la caractéristique, c'est ce qui était connu chez la souris, d'avoir un fonctionnement de ce système à l'intérieur des tubes séminifères du testicule qui n'est pas affecté par ailleurs. Les taux de testostérone sont les mêmes et on peut, en injectant des cellules germinales dans les tubes séminifères de ces animaux qui en sont dépourvus, avoir la lignée germinale dès l'animal injecté qui va venir participer à la spermatogénèse. Autrement dit, ces animaux peuvent être utilisés pour diffuser des haplotypes rares, ils peuvent être utilisés pour répandre rapidement un haplotype d'intérêt dans une population, comme une population chez le porc. Et c'est un outil, un animal qui se révèle important pour pouvoir, quand il y a une mutation très précise qui a été faite, notamment à des fins de production de molécules pharmaceutiques ou de xénotransplantation, qui pourrait être mise en œuvre. Alors ici, attendez, je vais... Donc, je prends un dernier exemple qui est celui-ci, lié à ça, avant de venir un peu à un point éthique sur cette approche. C'est un autre travail dans lequel l'objectif est de cibler les virus respiratoires qui prédisposent les bovins à la grippe, qui elle-même facilite les infections secondaires à une pasteurellose, Maenaemia hemolytica, qui est source de bactéries commensales du nasopharynx des ruminants. Donc elle est source de pneumonies qui sont graves. Et cette bactérie, elle a
Alors ça, c'est un article américain qui chiffre tout de suite un coût économique d'environ $1 billion pour l'industrie des bovins. Alors c'est un argument qui a sa valeur, mais qui vient une valeur complémentaire à l'objectif biologique. Alors cette Maemia produit plusieurs agents de virulence, dont une leucotoxine qui tue les globules blancs, et le récepteur de cette leucotoxine est une protéine membranaire CD18. Donc dans ce mécanisme-là, toute la connaissance que l'on a de la façon dont Maemia agit cible une protéine membranaire CD18. Cette protéine membranaire CD18, elle a un rôle clé dans la protection de l'infection. Donc on cible là vraiment des détails sous-moléculaires, et c'est montré ici. Elle va venir, c'est la sous-unité bêta-2 de l'intégrine, c'est une protéine de surface, et qui va venir, c'est ce qui est marqué en rouge ici, empêcher l'infiltration tissulaire des leucocytes qui sont porteurs sur lesquels sont fixés les virus par les récepteurs. CD18, dans beaucoup de populations animales, est présent et sert de barrière, et les animaux ne seront pas sensibles à l'infection et à l'infection. Chez les bovins, cette protéine CD18 a été mutée, naturellement. Et cette mutation naturelle va faire que les leucocytes vont pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'épithélium respiratoire et induire, par infection, les problèmes graves que connaissent les bovins. Elle est mutée à l'état naturel chez les ruminants. Donc voilà une situation qui est différente de la précédente. Il s'agit, dans une espèce, et non plus dans une race ou dans plusieurs espèces, d'aller cibler une protéine, d'aller cibler, une sous-unité de l'intégrine qui participe à l'activité d'interaction avec les leucocytes, pour pouvoir lui rendre une fonction qui lui permettra d'avoir des animaux qui sont résistants. C'est ce travail qui a été fait. Il a été fait en injectant ces CRISPR-Cas9, en injectant les nucléotides, en transplantant, dans des embryons, et ensuite en laissant produire. On l'a fait dans des cellules, et ensuite les cellules, elles sont criblées pour voir celles qui ont porteuses de mutations, recultivées et transplantées dans un ovocyte énucléé par clonage pour produire les animaux. Alors c'est un premier animal qui est obtenu. Là, les chercheurs se sont arrêtés à 4 mois de gestation. C'est suffi pour pouvoir voir si effectivement il y avait eu quel était le résultat. En prélevant du sang, ils font une infection par la leucotoxine et regardent la cytotoxicité. Et le résultat est assez spectaculaire. Vous voyez ici les bovins qui sont résistants à la cytotoxine, donc c'est ceux qui sont en rouge, c'est la ligne qui sont en rouge, quel que soit le taux de dilution très élevé ou de moins en moins de la leucotoxine, les animaux ne manifestent, le sang des animaux ne manifeste aucune liaison avec la leucotoxine. Donc les chercheurs en sont là, dans une démarche qui est une démarche assez prudente, une démarche prudente qui est différente de la première, puisque là, il s'agit de poser tout de suite la question, si on mute cette sous-unité de l'intégrine CD18 dans une espèce où, si on redonne à cette sous-unité bêta-2 microglobuline dans une espèce où elle a été mutée naturellement chez tous les animaux, quelles vont être les conséquences sur l'organisme lui-même? Quels vont être les effets qu'ils vont pouvoir savoir dans d'autres endroits du génome? Alors ces exemples montrent que l'édition des génomes élargit l'utilisation des animaux d'élevage comme modèle. Et le problème, c'est que la place de ces modèles dans l'avancée des connaissances conduit à faire évoluer l'éthique normative réglementaire qui régit en recherche les relations avec les animaux d'élevage. Les animaux d'élevage sont très encadrés. L'éthique normative, elle est surtout aujourd'hui dictée par les considérations sur le bien-être des animaux. Dans tous les exemples que je vous ai donnés, il n'y a pas de problème de bien-être animal. Dans ces exemples-là, c'est surtout une question de scientifique qui est posée. Et on voit bien que la nécessité de réfléchir sur les conséquences de ces actions se pose avec acuité pour éviter d'enfermer les animaux qui pourront naître de l'utilisation raisonnée de ces techniques dans des normes réglementaires. J'ajoute alors juste 2 cas sur lesquels je vais passer assez vite. Il y a
Un troisième exemple, donc chez le porc, ce sont des porcs qui ont été édités contre un syndrome du virus respiratoire chez le porc. Là, c'est CD3, de la même façon, mais CRISPR-Cas9 a induit une délétion, puisque lui, il n'est pas porteur, comme chez les bovins, de 9 paires de bases, et pour montrer que les variants alléliques pour les phénotypes, et pour montrer qu'après histologie du poumon et infection par le virus, ils obtiennent donc des résultats ici pour les animaux qui ont été mutés à gauche, alors que les animaux sauvages, vous voyez la différence pour l'épithélium pulmonaire. C'est un travail qui est intéressant, il a été fait dans le groupe Genius. Le groupe Genius, c'est un groupe privé de sélection du porc, très en pointe, avec le responsable du laboratoire, Randy Prather, qui est vraiment au cœur de toutes les avances de ce groupe de généticiens privés, et qui a travaillé en accord très, très longtemps aussi à Monsanto. Donc Genius, c'est une émanation en partie de Monsanto. Donc on a là une situation différente de l'exemple précédent, dans lequel il y a une rapidité de réponse à l'utilisation de l'outil, une très grande précision dans le travail et derrière des animaux qui vont être bien sûr protégés dans l'utilisation qui vont en être faites par le groupe. Et enfin, l'exemple que je rajoute, et je vais le mentionner brièvement et je vais vous dire pourquoi, c'est qu'en 2015, il y a eu une modification assez radicale du génome de porc en posant la question. On a pu identifier les régions du porc qui contiennent des séquences rétrovirales endogènes on les évalue au nombre de 60 environ, un peu plus de 60. Donc dans ce travail, qui a été dirigé par l'équipe de Church à Harvard, il y a eu systématiquement dans les génomes de porc une mutation des 62 copies de ces rétrotransposons injectés dans le génome de porc, et de façon à pouvoir rendre des porcs compatibles avec une utilisation en xénotransplantation. Je traite cette question à côté parce que parler pour les animaux d'élevage de xénotransplantation ne peut se faire qu'en relation avec ceux qui utilisent les xénotransplantations, c'est-à-dire le milieu médical. Les séparer n'aurait pas beaucoup de sens. Un animal en xénotransplantation n'est pas proprement dit un animal d'élevage dans le sens où je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc je pense que là, il faut préciser un peu plus. Les questions éthiques à lesquelles on peut répondre avec ces animaux ne seront pas les mêmes que celles auxquelles on peut répondre avec des animaux de production. Donc voilà pour le second point, la place de ces modèles dans les connaissances, la place des débats bien sûr, le rôle des équipes de recherche dans la participation à l'avancée et à la précision, la précision des argumentaires dans les discussions techniques. Et c'est bien cette démarche qui a été rencontrée, alors je me permets de dire là, sur une période que j'ai bien connue, qui est celle de l'utilisation des embryons, l'utilisation des embryons animaux et très vite l'utilisation des embryons en relation avec les embryons humains. Questions très différentes, pour lesquelles les questions de morale arrivent beaucoup plus tôt. Ici, déjà au niveau des animaux d'élevage, une question extrêmement importante, puisqu'on voit que les conséquences pourraient être soit effectivement d'avoir un animal que l'on peut utiliser pour l'objectif qui a été indiqué tout à l'heure, soit c'est une population qui à ce moment-là pourrait être menacée, ou des individus réintrogressés dans une population, sans avoir aucune idée sur les conséquences que pourrait avoir cette mutation ciblée sur le fonctionnement des autres allèles, en posant la question pourquoi est-ce que chez les ruminants cet allèle a été modifié. J'en viens au troisième point, où je vais fournir 2 exemples, qui élargit encore les questions aux animaux d'élevage. Donc on est parti de l'outil, ensuite pour s'intéresser aux modèles animaux, donc l'animal seul, mais déjà avec des réflexions sur la population animale. Et là, c'est l'animal dans les élevages. Alors l'animal dans les élevages, il doit prendre en compte le travail qui est fait de longue date. Et là, il y a le bovin et le porc qui sont les 2 espèces vraiment représentatives. Et je prends ici le cas du bovin, où les caractères d'intérêt socio-économique sont déterminés par de nombreux variants alléliques. Donc les chercheurs, les généticiens qui travaillent dans ce domaine ont l'habitude maintenant de pouvoir traduire le phénotype de caractère d'intérêt socio-économique en combinaison de gènes qui sont présents et en combinaison d'allèles, et pour ces allèles de nucléotides qui permettent de définir le phénotype de l'animal. Ces nucléotides, c'est des quantitative traits nucléotides qui participent à l'information dont disposent maintenant les généticiens pour pouvoir, en analysant moléculairement les génomes des animaux, venir préciser la façon dont ils peuvent être utilisés.
Il s'agit de schémas qui sont tout à fait de routine maintenant, un peu moins quand il s'agit d'utiliser avec la génomique. Mais là, ce schéma montre qu'à partir de 2 millions de vaches contrôlées, on prend 5000 femelles qui sont génotypées. Ces femelles génotypées servent de mères à taureaux. Ces mères à taureaux, elles sont soit laissées en ferme, soit mises en station. Et en ferme, on peut recourir au prélèvement d'embryons sur ces femelles, un génotypage des embryons avec maintenant des puces sur lesquelles il y a 50 000 SNP qui peuvent être caractérisés. Et parmi ces SNP, on va pouvoir repérer ceux qui ont un effet majeur ou qui sont une des composantes de l'effet majeur sur les génotypes. 20 000 embryons qui sont mis en génotypage pour cette population, 5 000 mâles génotypés, 500 mâles mis en station, 50 pérataureaux. Et ces 50 pérataureaux vont être utilisés pour la population, en les distribuant également dans la population, et cette population va devenir une population de référence pour laquelle on peut continuer et au cycle suivant recommencer la même démarche, c'est-à-dire prendre les femelles, les génotyper, choisir les mères à taureaux, utiliser le génotypage pour pouvoir préciser l'effet de avant la transplantation, choisir déjà les embryons qui pourront, avec le plus de chances, contribuer à la présence de ces nucléotides qui ont un caractère majeur et les introduire dans la population. La sélection génomique par rapport à la sélection génétique, elle est beaucoup plus rapide, c'est ce qui est marqué ici. En haut, c'était avant qu'on utilise ces outils des outils du génomique. Avant, les animaux étaient caractérisés, ils étaient testés en station, ils étaient testés sur leur descendance, et c'était la descendance qui était utilisée pour pouvoir ensuite déterminer la valeur génétique à partir des croisements dans les différentes fermes. Ce processus durait, avant de pouvoir mettre un taureau sur le marché, comme c'est indiqué à gauche, environ 5 années. Et encore, ça s'est raccourci puisque les technologies de reproduction ont permis de réduire légèrement toute la période au moment où on met en testage. C'est 5 ans. Maintenant, avec la valeur génomique et en utilisant des puces, des plaques sur lesquelles on peut hybrider 50 000 nucléotides, maintenant, ce temps est de 2 ans, il y a un gain de 3 ans. Et ce gain de 3 ans, il s'accompagne sur une population d'élevage, c'est réitéré en routine, de façon à le continuer à faire rentrer dans la population par la sélection directement à partir des animaux dont le phénotype est intéressant, à les trier à partir des embryons des animaux, les nucléotides marqueurs qui sont plus intéressants. Alors, cette situation suscite aujourd'hui pas encore une expérience, mais une réflexion qui est une réflexion théorique et des propositions qui sont celles de dire, puisque CRISPR-Cas9 permet d'éditer, c'est-à-dire de modifier ensemble plusieurs variants nucléotidiques, si on prend ces variants nucléotidiques qui jouent un rôle et qui ont un effet majeur sur un caractère, on peut venir les éditer, c'est-à-dire les modifier, les inactiver, et en faisant ça c'est le schéma que j'avais mis ici, c'est le schéma qui est là, sur les taureaux qui sont utilisés, les animaux qui sont utilisés comme père à taureaux, il suffit qu'il y en a 25 par génération, et en éditant entre 0 et 50 nucléotides, on peut augmenter le progrès génétique, comme c'est indiqué ici, de 2 fois sur 10 générations. On peut l'augmenter de 10 générations, c'est-à-dire 10 fois, sur 5 générations, 10 fois 2 ans, 2 fois par rapport à une sélection, celle qui est aujourd'hui, et qui n'utiliserait pas cet outil. C'est une étape qui est en discussion, mais qui pose clairement la question d'une utilisation en routine de CRISPR-Cas9 pour pouvoir éditer ces allèles. C'est une question sur laquelle la prudence est la plus grande, notamment par le fait qu'on ne sait pas aujourd'hui si, quand on va venir muter un nucléotide, il n'y aura pas un effet sur le phénotype de l'animal. Et donc, puisque d'un côté, on isole les nucléotides majeurs, de l'autre, si on les édite, peut-être que le caractère va être modifié. Et d'autre part, on est dans une situation qui n'est pas homozygote. C'est une situation dans laquelle il y a à chaque génération des allèles qui peuvent intervenir et qui viennent modifier le choix des animaux dans la population de référence de la génération suivante.
Mais il y a là une claire évaluation entre un risque potentiel, non pas un risque qui est a priori important, sauf si on ne peut pas détecter les mutations ponctuelles qui ont été engagées, et ces mutations qui peuvent se révéler induire ensuite des modifications qui seraient délétères sur les génomes des animaux. Mais ça, mis à part, c'est une question qui est pour la première fois là, au niveau théorique, pour dire comment on pourrait associer un outil pour l'utiliser encore plus finement dans la sélection. Est-ce que vous pourriez conclure? Je vais conclure. Merci. Voilà, donc ce troisième point pose une question éthique sur le patrimoine génétique d'espèces domestiquées de longue date qui est concerné et qui questionne la responsabilité des acteurs sur la protection d'un bien qui est collectif. Le génome des animaux, c'est le résultat de générations d'actions des éleveurs. Et ce génome collectif, pour l'instant, en France, il est toujours régulé par un organisme qui n'est pas strictement privé, qui est le groupe Alice, et qui travaille maintenant avec des coopératives. Ces coopératives qui ont un statut qui est privé, mais une pratique, une habitude de travailler de façon collective, d'associer à la fois la compétition et la coopération. La mise en œuvre de cette responsabilité éthique, est-ce qu'elle implique un contrat collectif sur le plan éthique ? Est-ce que les décisions qui ont à prendre par l'utilisation de ces outils est une utilisation qui devra faire l'objet d'un consensus, donc qui aboutirait à un contrat, et à partir de ce moment-là, on rentre dans la définition de normes d'utilisation des animaux, qui n'est plus l'utilisation qui passe dans la norme, c'est-à-dire la mise en route du droit, qui vient sanctionner les rapports sociaux qui existeront autour des animaux d'élevage. Voilà, et je conclus avec cette phrase je sors de la Nouvelle Héloïse. Enfin, je ne sors pas, c'est Catherine Larère dans un de ses ouvrages qui la cite, et qui est tout à fait adapté à cette situation, au moins d'un point de vue, c'est un certain parti pris que je prends là. La nature a tout fait, mais sous ma direction. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est un peu à côté du sujet, mais je suis là. Mais comme je ne suis pas du tout spécialiste, je trouve que le terme utilisé par Georges Pelletier de réécriture est une tellement meilleure traduction de édite que éditer. Est-ce qu'il est trop tard pour que la communauté se mette à utiliser ce terme? Parce que je trouve que sans être un défenseur acharné des termes français, lorsqu'on peut trouver un terme français qui est bien, pourquoi ne pas l'utiliser dans la communauté francophone? Oui. Je ne sais pas, est-ce que dans cette communauté, vu de loin, réécriture, ça me semble parfait comme traduction de Édith. Donc c'est tout à fait. Enfin, ce point-là est un point qui est important parce que le vocabulaire compte. Donc quand on prend le vocabulaire, alors là, je l'ai dit, devant des événements nouveaux, comment je me comporte? Je n'ai fait que ça. Et votre question, de fait, veut dire peut-être que là-dessus, il faudrait que les gens des plantes, avec les gens de l'animal, qui commencent à se poser ces questions beaucoup moins que les plantes, définissent là les termes et fassent une proposition qui explique. Parce que réécriture, j'en ai discuté avec des collègues, bon, en ayant lu sur génome editing, voilà, c'est accroché, alors que réécriture, voilà pourquoi, oui, mais il faut en discuter. C'est pas du tout hors sujet. Mais en français, on ne dit pas génome editing, on dit modification ciblée. On est en train de modifier quand même. Et tout ça me va très bien. Vas-y. Georges Pelletier. Il y a des questions. Bon, effectivement, édition ne va pas pour editing. Le comité de terminologie et de biologie de l'Académie des sciences propose réécriture. Alors, je sais que d'autres instances ont une traduction un peu plus longue, en particulier dans le domaine médical, qui aurait été choisie, mais de façon à trouver un mot le plus court possible en même temps, et non pas une périphrase. Voilà. Hervé Schneevis, président du comité d'éthique de l'INSERM. Oui, j'aurais deux questions. Vous avez évoqué des modifications qui, a priori, semblent poser peu de questions éthiques, comme par exemple ces veaux sans cornes. Qu'en est-il des mutations qui existent déjà
par exemple celle du knockout du gène de la myostatine pour obtenir des animaux beaucoup plus musclés. Qu'en est-il du bien-être animal? Qu'en est-il de la valeur nutritive de la viande produite? Qu'en est-il d'autres facteurs? Et concernant la réactivation de CD18, on peut observer, en tout cas au regard de l'évolution, que les bovins ne semblent pas avoir été éteints par l'inactivation de ce CD18. Quels sont les éléments qui nous permettent de dire que cette inactivation n'est pas utile pour les protéger d'un autre type d'infection et que cette réactivation, en les protégeant de cette pneumopathie particulière, ne les exposerait pas à d'autres troubles? En d'autres mots, quelles sont les techniques d'évaluation, quelles sont les méthodes d'évaluation proposées pour voir l'effet de ces modifications? Et puis j'ai été un peu surpris, compte tenu du caractère brûlant du sujet, que vous n'ayez pas évoqué le gene drive, c'est-à-dire la transmission par forçage de gènes, qui a été en particulier évoqué pour modifier des populations de moustiques. D'accord. Je vais répondre sur CD18. Sur CD18, bien sûr, il faut aller regarder, mais le point important, et c'est ça ce que j'ai voulu souligner, c'est qu'il est possible maintenant d'aller poser ces questions très précises directement chez des animaux d'élevage. Alors qu'avant, c'était une sorte de transposition d'un modèle qui était très étudié chez la souris, avec cette idée qui existe encore très fort de dire si ça vaut chez la souris, ça va valoir pour les autres espèces. Or, on a des très jolis exemples avec les animaux d'élevage, par exemple pour les gènes qui contrôlent la différenciation sexuelle, qui sont des mécanismes. On trouve les gènes, mais la façon dont ils s'arrangent entre eux pour pouvoir induire ce phénotype de modification au niveau du sexe est différent. Donc, ma réponse c'est ça, c'est que l'on peut maintenant pouvoir utiliser avec ces animaux modèles, on peut pouvoir les utiliser directement sur ces animaux d'élevage. Et la question que vous posez, c'est comment cette recherche-là, c'est pas comment, c'est avec quels moyens on met cette recherche en place et avec qui? Pas nécessairement dans des organismes de recherche avec des installations expérimentales complètement closes, mais pour ces exemples-là, comment on peut associer ceux qui s'intéressent aux mécanismes fondamentaux sur le génome avec des animaux modèles qui sont soit dans les élevages des organismes de recherche, comme par exemple l'INRA, l'école vétérinaire, ou c'est des animaux qui peuvent très bien être sur le terrain, porteurs, alors peut-être pas cette mutation, mais d'autres, qui se révèlent des individus ou des petites populations extrêmement intéressantes. Le département de génétique à l'INRA fait un recueil des anomalies génétiques qui apparaissent naturellement, on pourrait dire, au cours de la sélection. Il y a une plateforme qui note toutes ces anomalies, très semblable à celle que l'INSERM a pour les humains, à la différence près que ces animaux peuvent permettre d'être utilisés, y compris en reproduction, pour pouvoir approfondir des mécanismes qui se révèlent être différents des animaux modèles. Pour le sans-corne, la réponse, je pense, elle est... Alors, il y a la même chose quand on mute le gène sans-corne, qu'est-ce qui se passe dans les autres populations, mais on peut répondre que, comme déjà il y a eu des introgressions à partir de mutants naturels, il y a déjà une réponse partielle à cette question. Non, pour la myostatine. Pour la myostatine, mais la réponse est, on modifie le phénotype de façon marquée. Et là, c'est plutôt une question éthique qui doit être discutée avec les éleveurs. Et les éleveurs ne répondront pas de la même façon selon qu'ils sont belges et qu'ils élèvent la race blanc-bleu belge porteuse de cette mutation et qui a été valorisée par les territoires belges où elle est élevée, ou des éleveurs dans une autre région qui ne voudront pas considérer ces animaux diculares parce que ça modifie leur phénotype. Alors après, il y a la possibilité d'avoir une mutation qui va induire ce phénotype, pas immédiatement, mais quand l'animal sera, une fois qu'il est né, qui sera un veau. Et là, dans ce cas-là, la question se pose différemment. Mais elles sont à deux niveaux différents. D'abord, il y a au niveau de recherche, et de recherche avec les animaux d'élevage, c'est-à-dire comment la situation fait que les animaux d'élevage peuvent devenir des modèles, pas nécessairement des immenses populations, c'est pas ça, mais en un travail j'allais employer le mot de culture, de travailler en commun avec ceux qui élèvent des animaux. Bon, un petit commentaire sur les moustiques quand même.
Ah oui, alors pour le génome editing, je ne l'ai pas, oui, bien sûr. Assez court, Alors, Jean-Paul. Juste assez court, il y a la suite de l'article que je vous ai montré qui pose la question avec le génome editing et qui arrive alors à des conclusions dans lesquelles l'intervalle, le même progrès génétique peut être atteint beaucoup plus rapidement. Bon, elle est là de même nature tant qu'on ne répond pas, tant qu'on laisse en suspens, il faudrait répondre, la question des autres modifications sur le génome. On va prendre 2 questions par ici avant de passer à Pierre Corvol. Jean-Yves Lallemand. Au premier degré, on voit les résultats d'une modification génétique. Si on considère que les animaux de wild type, sauvages, ont un génome qui est stable, c'est le résultat de la sélection naturelle. Si on modifie un gène, est-ce qu'il ne risquait pas d'y avoir des effets secondaires, disons, comme on modifie la structure même du génome tridimensionnel, des effets qu'on n'avait absolument pas prévus apparaître? Est-ce que ma question n'est pas très claire? Si, non, mais si on s'adresse non pas aux populations sauvages, de bovins Dans sauvages, le micro, pardon, si on s'adresse aux populations de bovins sauvages, ce n'est pas la même chose que si on s'adresse aux populations de bovins domestiqués. Et la question que vous posez, elle est le quotidien de la génétique quantitative qui peut, en caractérisant les phénotypes et en suivant les phénotypes, répondre à cette question. Et repérer des animaux, alors soit c'est des mutations délétères qui sont enregistrées sur cette plateforme, soit c'est plus subtilement des modifications d'équilibre dans le phénotype entre les fonctions de production et les fonctions de reproduction, par exemple, et qui ont conduit la génétique quantitative à se trouver à un moment donné devant une situation dans laquelle la production animale était très augmentée, mais la reproduction posait des problèmes. Les animaux devenaient moins fertiles. Et en prenant ça en compte avec l'utilisation d'informations permettant de les traiter, cet équilibre a commencé à se rétablir. Donc il faut tester quand même pendant un certain temps. Alors il faut tester, sauf si les mutations ne sont pas repérables, alors là ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles. Sauf en testant. J'avais promis à cette dame qu'elle poserait sa question. Allez-y, criez fort. Non, vous avez un micro ici. Merci beaucoup, madame. Je voudrais, effectivement, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est quel intérêt a-t-on de travailler sur l'infertilité compte tenu des coûts que cela représente au niveau de la recherche, donc de travailler sur cette infertilité au niveau de l'élevage, au niveau des travaux de recherche sur l'infertilité dans l'élevage, en fait. Parce qu'on maîtrise déjà, je suppose qu'on maîtrise en fait la fertilité, et je ne comprends pas qu'on travaille sur l'infertilité. Voilà. Je ne crois pas avoir dit sur l'infertilité, c'est sur la fertilité, améliorer la fertilité. Mais il faut définir l'infertilité. Et là, il faut se rapprocher des médecins qui, eux, là-dessus, ont une réflexion et une précision du vocabulaire qui est importante. Quand je parle de fertilité, il s'agit d'espèces dans lesquelles la fertilité va être déterminée par le nombre de jeunes à chaque descendance, va être déterminée par, si on le prend en termes de quantitatif, le nombre de jeunes qui vont être produits au cours d'un cycle reproductif. Alors il y a les animaux, il y aura un veau par exemple par cycle reproductif, et les animaux, il pourra y en avoir 2 ou 4, c'est chez le mouton, et puis chez le porc, il pourra y avoir, avec un intervalle beaucoup plus court, encore plus de porcelets. Écoutez, merci. Monsieur, dernière question. Bernard Chevassiot-Louis, Académie des technologies et Académie d'agriculture. Je voudrais revenir à la question de la nature, puisque c'était la conclusion. J'ai entendu 2 choses. On s'est un peu moqué tout à l'heure du melon et que la nature était bien faite. Mais à d'autres moments, j'ai cru comprendre que le fait que la nature le fasse était considéré comme un critère de respectabilité éthique. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté dans ce jugement ? Et puis ma deuxième question, c'est est-il légitime de considérer que ce sont les éleveurs qui auront seuls, ou en tout cas en majorité, à décider du devenir du génome d'une espèce ? Est-ce qu'il ne faut pas élargir le cercle des gens concernés ?
Il y a aujourd'hui dans la société des consommateurs qui disent que la manière dont le génome va évoluer les concerne. Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas repenser, effectivement, et élargir le cercle des gens ayant une opinion sur ce sujet? Merci. Alors sur la première question, on pourrait la formuler autrement. Ce n'est pas moi qui la formule de cette façon-là, c'est ceux qui s'intéressent, les sociologues ou les philosophes, à l'élevage, et qui posent la question de la naturalisation des artifices. Quand on introduit dans le génome de façon précise, on vient modifier, induire une mutation, en utilisant un outil naturel, j'ai pris le soin de dire ça au début avec CRISPR, un mécanisme très conservé comme Pascal Cossard l'a rappelé au début, quand on l'utilise avec précision, et dans une population où cette mutation peut se produire, l'artifice consiste, alors gardons le terme artifice, il consiste à venir favoriser la présence de cet événement à l'intérieur d'une population qui aurait pu, de toute façon le connaît, mais va le connaître à une fréquence plus élevée. Jusqu'à quel point est-ce que cet artifice en plus très furtif, mais ce caractère furtif simplifie les choses, mais il reste quand même là, ne participe-t-il pas à la naturalisation de la population la population domestiquée sur laquelle on travaille? Pour la seconde question, il ne s'agit pas de dire c'est les éleveurs qui décident, et on a la chance en France d'avoir des groupements d'éleveurs, des coopératives dont le statut a évolué à cause des règles européennes, mais qui sont bien dans cette démarche, qui sont toujours dans cette démarche, et non pas dans celle que l'on constate, par exemple, dans des entreprises privées qui sont, aux États-Unis, qui sont beaucoup plus refermées sur elles-mêmes. Donc, en France, en Europe sans doute, il y a un enjeu, non pas de dire aux éleveurs c'est à vous de décider, mais d'avoir dans les différentes parties qui peuvent participer, la recherche bien sûr, les éleveurs, et sans doute de l'élargir. Alors ensuite, c'est des questions qui peuvent être mises en œuvre, mais on voit que dans d'autres domaines, notamment par rapport à l'environnement ou par rapport au climat, il y a des démarches qui ont été mises dans ce sens-là. On pourrait évoquer la question dans une démarche éthique. Est-ce que cet outil qui se répand rapidement, qui va être utilisé de plus en plus, on n'en est qu'à l'an 3 pendant la période d'élevage, ne justifierait pas l'existence de quelque chose qui ressemblerait un peu, mais c'est différent, au GIEC, c'est-à-dire un organisme de scientifiques indépendants qui conseille des politiques, mais sur quelque chose qui n'est pas le climat qui appartient encore à tout le monde, mais sur quelque chose qui est le patrimoine génétique ou les patrimoines génétiques des espèces domestiquées, qui appartient déjà à une grande collectivité. Alors la comparaison, je la fais, c'est juste pour aller dans cette voie-là. Il ne s'agit pas on va faire un GIEC des génomes, c'est pas ça. Mais une démarche qui dépasse, qui répond en partie, une proposition qui permet de discuter de ta question. Merci beaucoup. Je pense que Jean-Paul, on va passer à l'homme.